Bonjour, Anthony Morel, je ne sais pas si on doit encore le présenter, ce serait presque une anomalie. Oh, non, quand même. Non, quand même. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui ne me connaissent pas. Bon, donc journaliste très tech, je pense. La dernière fois qu'on s'est parlé, vous reveniez de Las Vegas, je crois. Absolument, on va en parler d'ailleurs. Vous allez nous en parler un petit peu. Je ne vais pas m'attarder, parce que là, je pense que j'ai un peu trop pris la parole depuis ce matin, et je vous laisse le relais. Merci beaucoup, Denis. Merci à tous. Je vais essayer d'être aussi éloquent que mes trois prédécesseurs, ça ne va pas être évident. Bonjour à tous. Écoutez, je suis ravi d'être avec vous. C'est la 3e année que l'UNAPL me fait la gentillesse et l'honneur de me demander d'intervenir lors de cette journée, et c'est toujours un plaisir de parler d'innovation, parce que cet après-midi va être placé assez largement sous le signe de l'innovation. Pour vous faire le programme rapidement, on aura juste après ma petite présentation un échange, et ça va être hyper intéressant, je pense, un échange entre des jeunes professionnels libéraux et des startups IA que vous avez peut-être croisés à l'extérieur sur le village startup, pour parler de vos besoins concrètement au quotidien. Voilà, des jeunes professionnels avec leurs attentes, leur utilisation de l'IA aujourd'hui, leurs craintes, leurs préoccupations, et puis des startups qui vont venir présenter des solutions, essayer aussi peut-être de nous convaincre, de vous convaincre. On verra en tout cas ce que donnera cet échange, mais je pense que ça va être absolument passionnant. On aura aussi, et restez bien jusqu'à la fin, l'intervention d'un ponte de l'intelligence artificielle, et je pèse mes mots, c'est Luc Julia, que vous connaissez peut-être, c'est l'un des pionniers français de l'intelligence artificielle. Si vous avez un iPhone dans votre poche ou sur vous ou à la maison, vous portez tous un peu de Luc Julia sur vous, puisque c'est le papa de Siri, l'un des cofondateurs de l'assistant vocal. Ça commence à dater un petit peu, mais voilà, c'était l'un des pionniers de l'intelligence artificielle, et il viendra nous donner sa vision, qui a tendance un peu à démythifier tous les fantasmes autour de l'IA, donc ça va être extrêmement intéressant, et ça fera un petit peu le contrepoint avec la présentation que je vais vous faire, qui est peut-être un peu plus techno-optimiste et un peu plus futuriste, on va dire, que ce que lui va vous raconter, mais je pense que du coup, ce sera intéressant d'avoir les deux points de vue. On va commencer donc avec cette petite présentation que je me propose de vous faire d'une demi-heure. On m'a demandé en fait de vous faire un petit topo sur les grandes tendances technologiques de 2026. Donc on va pas parler que de vos métiers, mais on va essayer de se projeter un petit peu dans l'avenir. Et comme le disait Denis, on va se baser surtout sur le CES de Las Vegas, dont je reviens. C'était au mois de janvier. Le CES de Las Vegas, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le plus grand salon technologique du monde. Voilà quelques images en accéléré. C'est le plus grand salon du monde, d'ailleurs, toutes catégories confondues. C'est absolument gigantesque. C'est un truc de fou, en fait, vraiment à voir. Pour un technophile comme moi, c'est un peu le festival de Cannes et la Coupe du monde de foot en même temps, quoi, si vous voulez. Et donc j'ai la chance d'y aller tous les ans et de découvrir toutes les innovations. Ça donne un petit peu le là en termes de grandes tendances d'innovation pour les mois qui viennent, avec à la fois plein de grands groupes technologiques qui viennent présenter toutes leurs nouveautés. Et puis, il y a des centaines et des centaines de startups qui viennent présenter à la fois des choses qui relèvent de la rupture technologique, des choses qui vont vraiment changer nos vies profondément dans les années qui viennent, et puis aussi des trucs complètement débiles qui n'ont aucun intérêt et qu'on aura tous oublié dans 6 mois. Donc, j'ai croisé un petit peu tout ça. J'ai essayé de vous faire un petit florilège. J'ai essayé de recueillir des choses quand même plus ou moins intéressantes, mais vous me direz à la fin ce que vous en avez pensé. Alors, plusieurs thématiques. J'ai essayé de faire une sorte de fil rouge. La grande thématique, évidemment, c'était l'intelligence artificielle qui va s'inviter absolument dans tous les pans de nos vies personnelles, professionnelles. Il y avait beaucoup d'innovations, notamment dans le domaine de la santé. Je sais qu'il y a pas mal de médecins parmi vous. Ça va sûrement vous intéresser, avec l'idée que la santé va se faire de plus en plus en mode préventif et va s'inviter dans nos maisons. Alors, vous allez beaucoup me voir, c'est pas par pur narcissisme, c'est juste qu'on a tourné des images là-bas et que j'ai testé pas mal de produits. Donc là, en l'occurrence, j'ai testé un miroir intelligent. Miroir, mon beau miroir, dis-moi si je suis en bonne santé. Donc en gros, c'est une technologie qui va être commercialisée dans les mois qui viennent. C'est une start-up canadienne qui propose ça, qui, lorsqu'on est en train de se brosser les dents le matin, tranquillement, va vous faire un petit check-up, tout simplement. En fait, à l'intérieur, vous avez une caméra, c'est-à-dire vous vous regardez dans le miroir et le miroir vous regarde en retour, avec des algorithmes, plein de petits capteurs électroniques, et ça va analyser plein de choses. Alors, ça va analyser à la fois d'éventuels problèmes de peau, les cernes, est-ce que vous avez le taux de dilatation des pupilles, du genre vous faites enguirlander par le miroir le matin, ce qui est toujours très agréable. Voilà, tu devrais peut-être dormir un petit peu plus. Et puis ça va aussi analyser
analyser des choses comme les risques cardiovasculaires, les risques d'hypertension, de diabète. Ça vous donne des sortes de notes qui évoluent avec le temps. C'est assez étonnant. Alors moi qui suis complètement hypocondriaque, je me suis quand même pris au jeu, je l'ai testé. Bon, ça va, les résultats n'étaient pas trop mauvais, mais j'étais un peu en stress avant. Je ne suis pas sûr que je voudrais avoir ça à la maison. Mais l'idée, derrière le côté un peu gadget, c'est vraiment, et c'était une des grandes tendances sur le salon, d'être dans la santé préventive et surtout de limiter les risques d'apparition de maladies chroniques, c'est-à-dire de les prendre le plus en amont possible avec des alertes qui sont envoyées par le miroir et qui vont permettre de changer peut-être de mode alimentaire, de faire plus de sport, etc. Alors sachant que si on a un problème, on peut carrément entrer en téléconsultation avec un médecin à travers le miroir. C'est-à-dire le miroir est aussi un écran et donc on peut prendre un rendez-vous avec le médecin et discuter avec lui directement. Alors c'est un exemple, il y en avait plein d'autres innovations dans le domaine de la santé préventive. J'en ai retenu une. Alors il y avait des balances connectées absolument incroyables. Là c'est une brosse à dents, c'est une start-up française qui l'a mise au point. Et cette brosse à dents, alors ça ressemble pas à une brosse à dents, mais en fait vous la mettez dans la bouche et ça brosse toutes les dents en même temps. Je ne sais pas si vous connaissez ce principe. Hein, ça existe. Ouais. En 20 secondes chrono, vous brossez toutes les dents. C'est incroyable. Non, mais on se demande pourquoi on n'y avait pas pensé, parce que c'est vrai que c'est très malin en réalité. Et surtout, c'est pas ça l'innovation principale, c'est ce qu'il y a en dessous là. Ce qu'il y a en dessous, c'est une sorte, alors on appelle ça un nez électronique. En fait, c'est un capteur olfactif qui va analyser les composés organiques volatiles dans notre haleine. C'est-à-dire que la brosse à dents va vous sentir, entre guillemets, quand vous vous brossez les dents. Et à partir de votre haleine, va être capable de détecter, là encore, un certain nombre de problèmes de santé, d'éventuels problèmes de foie. Il y avait aussi des problèmes de diabète ou de prédiabète. Enfin, là encore, l'idée étant de prendre le plus en amont possible toutes les maladies chroniques. Alors, je pourrais en parler vraiment, il y a vraiment beaucoup d'innovations dans le domaine de la santé. Là, on était vraiment à la maison. Hein, l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire le plus de choses possible de chez soi. Mais il y avait aussi beaucoup de choses pour le cabinet médical du futur. À quoi est-ce que ça ressemblera la consultation de demain? Avec l'idée qu'on va aller vers des consultations qui vont être beaucoup plus compréhensible pour le patient. On est tous sortis de chez le médecin un jour en se disant j'ai pas tout compris à ce qu'il m'a raconté, j'ai pas osé le relancer, etc. Plus fluide, plus simple, qui font gagner du temps aux médecins et aux patients. Alors à la fois des systèmes d'IA embarqués dans le cabinet médical qui vont, avec l'accord du patient évidemment, écouter tout ce qui se dit pendant une consultation, analyser, remplir le dossier médical, ce qui fait que le médecin peut discuter les yeux dans les yeux avec le patient et pas en étant sur son ordinateur, ce qui est assez souvent le cas. Je sais qu'il y a des médecins dans la salle, ils ne vont pas forcément me contredire, tous ne sont pas comme ça, mais je sais que ça arrive quand même régulièrement. Et avec aussi l'idée que cette IA, elle puisse donner éventuellement un second avis. Et moi, je dois dire qu'en tant que patient, j'aimerais bien savoir que mon médecin est augmenté par l'intelligence artificielle et que, en fait, il va avoir une sorte de double consultation et que si le médecin a un doute, il va immédiatement y avoir une IA qui peut lui répondre, etc., etc. Donc ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est l'idée que le patient comprenne mieux en fait ce qui se passe. Je vais vous donner un exemple concret. La visualisation des images médicales. Aujourd'hui, quand vous arrivez chez le médecin, vous savez, avec vos radios, IRM, mammographie ou autres, bon, c'est des images en 2D, en noir et blanc, on n'y comprend rien, nous les patients, on est d'accord. On vous dit, allez, regardez, c'est le problème, c'est le petit point blanc là au milieu. Ah oui, d'accord, super, en fait, j'ai rien compris. Et donc là, ce qu'il y avait, c'est un outil, alors c'est une start-up française qui présentait ça, Avatar, je trouvais ça intéressant. C'est des outils qui vont permettre de transformer les images 2D, donc de radio, de scanner ou autres, en images 3D quasi holographiques. Donc c'est couplé avec un écran 3D sans lunettes, ce qu'on appelle un écran autostéréoscopique, et donc le médecin va pouvoir vous montrer quasiment une image holographique de votre corps. Vous avez presque l'impression de pouvoir entrer à l'intérieur, quoi. Ça m'a fait penser moi au dessin animé La Vie à l'époque, vous vous souvenez, où on vous montrait en fait de manière extrêmement concrète et simple en fait ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Et là on va dire là c'est cette petite masse qui nous inquiète, on va essayer de la retirer, etc. Mais pour le patient, c'est immédiatement compréhensible et c'est ça qui est formidable. Il y a un autre exemple de technologie du même genre. C'est Magentine. Magentine, c'est une IA de visualisation des résultats de bilan sanguin. Vous savez, quand vous faites votre bilan sanguin et que, c'est pareil, si vous ne discutez pas avec le médecin, vous ne comprenez rien, il y a un chiffre qui est en gras, qui dépasse de 0,1, vous ne comprenez pas, vous êtes en stress. Et bien là, cette IA, vous allez prendre en photo votre bilan sanguin et vous allez avoir un avatar d'infirmier, d'infirmière, de médecin qui va vous décortiquer votre bilan médical et qui va répondre à vos questions. Ah oui, alors là, j'ai vu le taux de ferritine, il est un tout petit peu au-dessus, est-ce que c'est inquiétant ou pas? Et en fait, cette IA, quand vous n'avez pas la possibilité forcément de discuter avec le médecin de vos résultats médicaux, va pouvoir au moins vous rassurer le temps que vous puissiez prendre un rendez-vous avec un vrai médecin. Donc il y a vraiment cette notion de simplifier la vie du patient, de le rassurer et d'avoir des consultations qui seront moins anxiogènes aussi à l'avenir.
J'ai arrêté sur les innovations de santé, je pourrais en parler très longtemps, mais il y avait plein d'autres choses. Donc au CES de Las Vegas, une autre grande tendance, c'est ce qu'on appelle les interfaces cerveau-machine. C'est-à-dire l'idée selon laquelle demain, pour interagir avec la technologie, aujourd'hui on a des écrans tactiles, on a des claviers, on a même des modes vocaux avec les enceintes intelligentes, etc. Mais demain, on pourrait carrément communiquer avec la technologie par la simple force de la pensée, façon maître Jedi. Et il y avait plein d'innovations dans ce genre-là. Par exemple, un truc que j'ai testé, c'est ça, c'est des écouteurs neuronaux. Donc des écouteurs, hein, vous écoutez votre musique, mais en plus de ça, ces écouteurs, ils vont me permettre de contrôler les objets qui m'entourent par la pensée. Je vais pouvoir allumer ou éteindre la télé, allumer ou éteindre une lampe, contrôler un fauteuil roulant ou un exosquelette. Alors, ce n'est pas n'importe quels objets non plus, c'est des objets qui sont forcément, qui ont des composants qui font qu'ils sont compatibles avec ça. Hein. On n'est pas dans Stranger Things non plus, quoi. Vous ne pouvez pas éteindre les lampadaires dans la rue simplement en vous concentrant dessus. Mais en gros, le principe, c'est que ces écouteurs, ils vont analyser les signaux électriques envoyés par le cerveau, ils vont détecter en fait les intentions et à partir de là, eh bien, ils vont déclencher une action. Et ça, ça pourrait complètement transformer la façon dont on interagit avec la technologie. Alors on peut penser à des personnes handicapées, par exemple, ça va être hyper intéressant évidemment de retrouver une forme d'autonomie. On peut même dicter. Alors là, le monsieur, hop, sans les mains, il est en train de dicter un message par la pensée. Il est en train de se concentrer sur le clavier, là par exemple, et en train d'écrire un texte tout simplement. Alors si demain on envoie des messages par la pensée, il va falloir quand même mettre des garde-fous, parce que si à chaque fois que vous pensez à un truc, vous envoyez le message, bon, ça va peut-être... Bon, je vois quelques problèmes venir, mais... c'est peut-être que moi, hein. Mais en tout cas, ça fait partie des technologies qui sont en cours de développement aujourd'hui avec un très gros potentiel. Une autre application potentielle de ces interfaces cerveau-machine que j'ai eu l'occasion de tester, c'est une techno qui permet en fait de remplacer... Hop, est-ce qu'on peut la lancer? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle veut bien se lancer la vidéo? Non, ça bug. C'est bon, ouais, c'est ça, je me suis concentré et c'est reparti, vous avez raison. C'était juste ça qu'il fallait faire. C'est en fait l'idée de remplacer les mots de passe, encore une fois, par notre cerveau. Alors là, je l'ai testé avec un gros bandeau, pas très esthétique, mais l'idée, c'est qu'on pourrait intégrer ça, par exemple, dans une paire de lunettes. Voilà. Et en fait, même principe, on va analyser les signaux électriques du cerveau qui sont en fait une signature unique. C'est comme vos empreintes digitales, c'est comme votre visage avec la reconnaissance faciale. Là, c'est de la reconnaissance neuronale. Et donc, même pas en me concentrant d'ailleurs, mais quand je veux déverrouiller mon téléphone ou quand je veux me connecter à mon appli bancaire, aujourd'hui on me demande une double authentification, il faut que je remplisse un truc, je reçois un SMS et tout ça, là en fait, il n'y aurait plus besoin de ça. C'est-à-dire qu'on détecte juste votre cerveau et c'est déverrouillé. C'est beaucoup plus difficile à pirater que des empreintes digitales ou qu'un visage, par exemple, et ça pourrait complètement transformer la sécurité informatique, notamment. Ça, c'est une entreprise française qui s'appelle Wayneuro qui présentait ça sur le CES de Las Vegas. C'était assez intéressant également. Alors, peut-être que tout ça vous fait penser à Neuralink. Vous savez, Neuralink, c'est le projet d'Elon Musk de puces, d'implants neuronaux, de puces qu'on va incorporer dans le cerveau. Là, le monsieur qu'on voit, c'est un monsieur qui s'appelle Nolan Darbo. C'est le premier patient auquel on a implanté une puce neuronale Neuralink d'Elon Musk. Donc c'est un monsieur qui est tétraplégique et qui peut jouer aux échecs en se concentrant sur les pièces. On le voit dans d'autres vidéos, jouer à des jeux vidéo. Et donc le principe, c'est qu'on va vous implanter une puce. Pour Elon Musk, c'est vraiment, il y a un côté civilisationnel. Il estime que demain, si on veut être encore compétitif face à l'IA, il faudra tous qu'on se fasse implanter ce genre de puce. Bon voilà, il y a toute la réflexion d'Elon Musk derrière tout ça. En fait, c'est un petit peu le même genre de choses, mais sauf que les technologies dont je viens de vous parler là, elles sont beaucoup moins intrusives. C'est-à-dire qu'on pourrait les intégrer directement dans des écouteurs, dans des casques, dans des lunettes, ce qui est quand même, vous me l'accorderez, un petit peu moins lourd que de devoir se faire implanter une puce dans le cortex. Autre tendance sur le CES de Las Vegas, c'est les voitures autonomes. Alors là aussi, on est dans le domaine de l'intelligence artificielle, appliquée pour le coup au transport. J'ai eu l'occasion de tester ces voitures. Alors, ce qui m'a vraiment frappé, en fait, c'est vraiment c'est un sentiment de déclassement de la France par rapport aux États-Unis et on pourrait dire par rapport à la Chine. C'est-à-dire que là-bas, ce genre de choses, qui est de la science-fiction pour nous, ça fait partie de la vie quotidienne. Là, ces petits véhicules, c'est ce qu'on appelle des Zoox. C'est Amazon qui les commercialise, enfin qui les met en service. Et donc, c'est des petites navettes qu'on peut commander tout simplement depuis son téléphone, exactement comme on commande un VTC ou un taxi. Il vient vous chercher là où vous êtes, vous entrez votre destination et c'est parti. Vous avez remarqué que ce n'est pas seulement qu'il n'y a plus de besoin d'avoir un conducteur humain, le conducteur ne touche pas le volant, il n'y a même plus de conducteur, il n'y a plus de volant, il n'y a plus de pédale. C'est-à-dire que vous entrez dans la navette et c'est parti, vous mettez la musique que vous voulez et la navette va
va respecter le code de la route parfaitement. C'est l'avantage de ces technologies aussi, hein, c'est qu'elles sont extrêmement prudentes. Elles ne boivent pas, elles ne se déconcentrent jamais. On a eu le cas en plus, parce que c'était pas du tout un parcours balisé, on a eu un piéton qui a traversé n'importe comment. En plus, à Las Vegas, c'est des autoroutes, hein, les trucs. Et la voiture a pilé, enfin, c'est vraiment comporté parfaitement, là où peut-être un humain, enfin, il fallait des bons réflexes en tout cas pour s'arrêter à ce moment-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aux États-Unis, le débat, en ce moment, il y a des médecins qui ont lancé ce débat-là et des chirurgiens qui ont l'habitude d'opérer des gens qui ont eu des accidents de voiture, c'est de dire qu'il faut absolument déployer ce genre de véhicule en masse très rapidement. C'est un sujet non pas technologique, non pas réglementaire, mais un sujet de santé publique. C'est-à-dire qu'on peut sauver potentiellement des dizaines de milliers de vies parce qu'on a aujourd'hui toutes les études. C'est-à-dire qu'on a des millions de kilomètres de tests de toutes ces voitures autonomes, les Zoox, les Waymo de Google également, les Tesla en mode FSD, le Full Self-Drive qui a été testé en France récemment, mais qui n'est toujours pas légal. Et en fait, à partir de ça, on sait que ces voitures, elles sont 90% plus sûres que des êtres humains au volant. Et donc, en fait, il s'agit vraiment de sauver des vies en les généralisant. Et ça va être un des vrais enjeux. En France, on n'en est pas encore là. Alors, la réglementation a évolué, mais il n'y a aucune voiture qui est homologuée aujourd'hui, même en niveau 3, puisque les voitures autonomes, ça va de 0 à 5. Niveau 3, c'est on peut lâcher le volant, mais il faut quand même être vigilant. Là, on est niveau 5, c'est-à-dire il n'y a plus de volant, plus de pédale, l'humain ne fait plus rien du tout. Donc voilà, je pense que ça fait partie des technologies qu'on va peut-être voir arriver en France dans les années qui viennent. En tout cas, on peut l'espérer. Alors, autre grande tendance, et c'est peut-être celle qu'il faut le plus retenir du CES de Las Vegas, c'est la robotique. Les robots humanoïdes, j'en ai jamais vu autant. J'y vais tous les ans au CES de Las Vegas. Là, il y avait tout un pan du salon qui leur était dédié. Alors oui, je ne pensais pas commencer mon année en me battant contre un robot, mais c'est ce qui s'est produit. Bon, c'était pour amuser la galerie et pour faire une petite vidéo sympa. Mais blague à part, c'est quand même très spectaculaire de se retrouver face à ces humanoïdes dont le niveau d'agilité, de dextérité a incroyablement augmenté au fil des années. Là, c'est une une entreprise. Oui, je lui ai donné un petit coup. Il a fait semblant, on est d'accord. Ouais, combat truqué, je sais. Mais bon, sinon, j'avais peur de me faire battre par le robot, donc voilà. Moi, je suis plus course à pied que boxe, donc c'était pas trop mon truc. Alors, on le voit là en action. Alors, c'est toujours pareil, hein, quand c'est des vidéos, on se demande dans quelle mesure elles sont pas truquées, etc. Mais j'ai vu ce robot dans plein de situations, c'est très spectaculaire, vraiment ce qu'il est capable de faire en termes d'agilité, de souplesse, avec l'idée que se battre contre un robot, ça sert à rien, on est d'accord. C'est une vitrine technologique pour dire que ces robots vont s'inviter dans nos vies personnelles, professionnelles. Professionnelles, c'est que ces robots, aujourd'hui, ils sont déjà utilisés dans des usines. Par exemple, BMW teste des robots un peu comme ceux-ci, hein, des humanoïdes, qui sont à la fois sur les chaînes d'assemblage, mais aussi pour faire de la manutention. Le truc qui est incroyable par rapport aux robots qu'on a jusqu'ici, qui étaient des bras robotiques industriels, c'est qu'en fait, on peut leur demander de faire n'importe quoi. Ils peuvent regarder et imiter les humains en réalisant certaines tâches. Et donc, on a des robots potentiellement à tout faire, y compris, voilà, c'est celui-ci que je voulais vous montrer, y compris des robots qui vont être capables de réaliser toutes les tâches et les corvées ménagères. Je précise que ce n'est pas un humain dans un costume, c'est bien un robot que vous voyez ici. Là, c'est une start-up qui s'appelle Figure AI, qui est très en vue dans la Silicon Valley. Et ils ont mis au point ce robot qui a vocation à tout faire pour nous, à servir de majordome virtuel en réalité. Hein. Jensen Huang, vous savez, le patron d'NVIDIA, qui est maintenant la plus grosse entreprise du monde, hein, ceux qui fabriquent les GPU, qui sont les cerveaux de l'intelligence artificielle, dit que la frontière ultime de l'intelligence artificielle, c'est l'IA physique, c'est-à-dire l'IA incarnée dans des machines, dans des robots. Et là, on en a une incarnation parfaite avec cette machine à qui on demande va ranger le lave-vaisselle et qui va être capable d'aller se saisir des assiettes, des verres, de ranger les courses éventuellement, d'aller promener le chien, prévenir les voisins quand même parce que ça peut faire bizarre au début. Mais en tout cas, ça préfigure un monde où on pourrait tous demain avoir un robot majordome à la maison. Hein. Ce qu'imagine aussi Tesla. Hein. Elon Musk dit demain, mon robot Optimus qu'il est en train de concevoir et qui est aussi impressionnant que celui-ci, j'en vendrai plus que des voitures Tesla. Donc vraiment, là encore, il y a cette idée que ça va se démocratiser et avec des prix qui ne sont pas si élevés que ça. Par exemple, le robot chinois que je vous ai montré juste avant, le prix de base, c'est 5 000 €. Donc 5 000 € pour un robot à tout faire, si vous voulez, c'est quand même, ça reste raisonnable, sachant qu'on est au tout début. Encore une fois, ces robots, vous avez vu, les gestes sont un peu lents. Si on se projette dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, imaginez où on en sera. C'est ça faut toujours avoir la capacité de se projeter un tout petit peu quand on parle d'IA et quand on parle d'intelligence artificielle. Alors quand je dis que ces robots vont s'inviter partout, c'est déjà le cas dans certains pays. Hein. La Corée du Sud est devenue le premier pays à dépasser les 10% de main-d'œuvre robotique. C'est-à-dire qu'en Corée du Sud, aujourd'hui, vous avez un robot pour 10 salariés, en gros. Et donc, c'est à la fois des robots
industriels traditionnels, voilà, dans les usines de Hyundai, il y a des gros bras robotiques, mais c'est aussi des robots qu'on voit arriver dans la vie réelle autour de nous, c'est-à-dire des robots qui vont faire du service dans les restaurants, vous allez avoir des robots serveurs, des robots qui vont trier le courrier ou livrer des colis, par exemple, à tel point qu'on commence, nous les humains, en tout cas là-bas, mais je pense que ce sera pareil chez nous, à développer ce qu'on appelle de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire quasiment des sentiments pour les robots et à leur prêter des intentions et des émotions qui sont humaines. D'où l'histoire qui a fait beaucoup parler en Corée du Sud du robot fonctionnaire qui s'est suicidé. C'est un robot en fait qui s'est jeté d'un escalier à un moment et on s'est demandé ce qui s'était passé, est-ce qu'il était surmené, etc. En fait, évidemment, c'était un bug technique, mais ce qui est intéressant, c'est que ça a créé une vague d'émoi sur les réseaux sociaux. Et en fait, les gens avaient, encore une fois, prêté des sentiments humains à la machine. C'est ça qui est absolument incroyable. Donc, se méfier toujours de l'anthropomorphisme, qui va être un gros sujet. On va en reparler quand je vais parler d'intelligence artificielle tout à l'heure. Pour finir sur la robotique, parce qu'on oppose souvent l'homme et la machine, c'est vrai pour l'IA, c'est vrai pour les robots, est-ce que l'IA vont tous nous mettre au chômage? Ce qu'on constate quand même, c'est que l'IA et la robotique surtout se développent le plus rapidement dans tous les secteurs où on a de la pénurie de main-d'œuvre aujourd'hui, où on n'arrive pas à embaucher, où on a des tâches qui sont fastidieuses, compliquées, fatigantes et que les humains ne veulent plus faire, tout simplement. Là, j'ai un robot maçon qui s'appelle Adrien, avec un H comme le mur d'Adrien, qui n'est pas seulement un prototype, qui est déjà déployé aujourd'hui sur des chantiers aux États-Unis. Donc, il arrive sur un chantier et il va tac, 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 construire des murs comme ça. En 48 heures chrono, il a monté une maison. Alors, il faut encore, c'est vraiment là, il monte les briques, les parpaings. Il faut quand même des humains derrière pour les finitions. Mais quand même, le gros du travail est réalisé aujourd'hui par cette machine. Mais voilà, l'idée, c'était de vous dire de ne pas opposer l'un à l'autre. Sortons un tout petit peu des allées du CES de Las Vegas et revenons à des préoccupations qui sont peut-être plus proches de vous quand on parle d'intelligence artificielle, parce qu'évidemment, quand on parle des grandes tendances tech de 2026, ce qui est l'objet de mon propos, évidemment, on parle d'intelligence artificielle. L'idée, c'est où est-ce qu'on va si on se projette dans les mois et dans les années qui viennent, ce qui est toujours très compliqué à faire quand on parle d'IA, parce que les choses vont très très vite. On peut quand même essayer de tirer quelques fils et quelques tendances. La première tendance, à mon sens, c'est l'idée que ces IA génératives sont en train de devenir incroyablement sophistiqués, de plus en plus sophistiqués. Si vous utilisez au quotidien ChatGPT, Gemini, Mistral, Claude ou autre, vous vous en êtes rendu compte parce que l'évolution est dingue mois après mois, année après année. Alors on me demande souvent, c'est laquelle la meilleure IA? Voilà, la meilleure IA générative, ce qui est une question très compliquée parce que évidemment ça change tout le temps. Si je devais vous répondre là maintenant tout de suite sur les modèles généralistes, je ne parle pas de vos modèles métiers particulièrement, je dirais Gemini 3, l'IA de Google, qui sur les benchmarks sortis, c'était en novembre ou décembre, ils ont un peu pris tout le monde de court. Et vraiment sur la qualité des réponses, etc., c'est vraiment, ils sont au-dessus, aujourd'hui, au-dessus des derniers modèles de ChatGPT, ce qui ne veut pas dire que OpenAI ne va pas sortir un nouveau modèle dans 15 jours qui sera plus performant. Ça bouge très très vite, mais enfin, ils se tiennent dans un mouchoir de poche. Mais il y a une compétition incroyable, et c'est à ça que je voulais en venir. La tendance, c'est pas seulement que ces IA deviennent de plus en plus performantes, c'est que tous ces grands groupes technologiques visent un Graal qui s'appelle l'intelligence artificielle générale, ou la super-intelligence, c'est-à-dire l'idée d'une IA qui serait plus performante que l'être humain dans tous les champs de la cognition, plus performante que notre cerveau, avec une capacité à s'auto-améliorer. Et là, on franchira un cap qui nous mènera même vers l'inconnu, parce que qu'est-ce que ça donnera, quoi? Une IA qui pourra inventer d'elle-même des nouveaux types de traitements, inventer d'elle-même des nouveaux types de matériaux qui pourraient nous faire accélérer dans la transition énergétique. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. On ne sait pas quand ça va arriver, on sait que ça va arriver a priori, et tout le monde est en train de se battre pour que ça arrive le plus rapidement possible dans ces grands groupes technologiques. Vous voyez les titres tout à l'heure avec le patron de Meta, Mark Zuckerberg, qui fait son petit marché en ce moment. En ce moment, il est en train de concevoir, de monter ce qu'on pourrait appeler une Dream Team de l'IA ou les Avengers de l'IA, c'est-à-dire qu'il appelle un par un tous les plus grands chercheurs en intelligence artificielle du monde pour essayer de les recruter. Il en a déjà recruté un certain nombre. Je vous donne rapidement le package quand on est embauché par Mark Zuckerberg comme top chercheur IA chez Meta. C'est 100 millions de dollars de bonus de bienvenue, 100 millions de dollars de salaire annuel. Voilà. Mbappé est un smicard. Voilà. Non mais c'est ça, la réalité c'est ça, c'est qu'aujourd'hui les top chercheurs en IA, c'est le métier le mieux payé du monde. Et c'est vous dire l'enjeu qu'il y a derrière quand ces grands groupes technologiques sont prêts à mettre ces moyens-là pour pouvoir arriver les premiers, parce que c'est tout l'enjeu évidemment. Alors avec un petit outsider aussi, c'est Yann Lequin, le français,
Je ne sais pas si vous avez suivi ça, qui était le patron de l'IA chez Meta, qui est parti, enfin voilà, et qui revient en France créer une start-up pour essayer d'imaginer les prochains modèles d'intelligence artificielle, ce qu'on appelle des world models, qui seront capables de comprendre le monde et d'apprendre le monde comme le fait un enfant, et qui iraient plus loin que les modèles probabilistes des IA génératives tels qu'on les connaît aujourd'hui. Ça va être extrêmement intéressant à suivre. Il a levé sur cette simple promesse, j'ai plus la somme exacte en tête, mais je crois que la valo de la boîte, qui existe à peine, hein, c'est déjà 3 milliards d'euros. Enfin, c'est vous dire. Alors après, on peut parler aussi d'une bulle IA, on n'a pas le temps de parler de tout, mais il y a quand même ce sujet-là qui est un vrai problème également. Donc des IA de plus en plus performantes, ça c'est une certitude. Des IA aussi, et c'est la deuxième grande tendance, qui vont devenir de plus en plus agentiques. Qu'est-ce que ça veut dire agentique? Les agents IA, vous connaissez peut-être cette expression, c'est la notion selon laquelle les IA ne se contentent plus de répondre aux questions qu'on leur pose, mais elles vont réaliser des tâches pour moi dans la vie réelle. Je leur pose une question, c'est pas seulement je leur pose une question, c'est je leur dis, l'exemple simple, voilà, réserve-moi mes prochaines vacances, un week-end à Rome, ou là en l'occurrence à San Francisco, avec, je veux la vue sur le Golden Gate Bridge, au coucher du soleil, j'ai tel budget, et en fait c'est l'IA qui va se débrouiller, qui va aller sur le site de la compagnie aérienne, qui va aller vérifier les horaires, etc., qui fait tout pour moi et qui paye pour moi. Non, c'est quand même moi qui paye, mais disons qui fait le paiement également. Et en fait, j'ai plus rien à faire. Alors, c'est un exemple. Évidemment, et là c'était Claude, c'était Anthropic qui avait fait cette démonstration qui date d'il y a 1 ou 2 ans déjà, ça s'est bien amélioré depuis. Mais ce qui va être très intéressant, c'est l'intégration de ces agents IA dans la vie professionnelle, c'est-à-dire l'idée que le professionnel libéral de demain ou le collaborateur de demain, il sera augmenté par une équipe d'agents ultra spécialisés qui viendront l'aider. Donc ça peut être plein de choses, hein. On peut imaginer, je ne sais pas, un expert comptable qui aurait une équipe d'agents autour de lui, donc il y aurait un agent qui ferait de la veille juridique et technologique, un autre qui ferait de la détection d'anomalies, un autre qui s'occuperait des factures. Et en fait, vous, l'humain, vous restez au milieu de tout ça, en chef d'équipe, avec cette équipe d'agents ultra spécialisés qui vous murmure à l'oreille, si l'on peut dire, mais c'est quand même vous que le client entreprise voudra avoir en face de lui, avec tous ces agents qui pourront vous épauler quand vous en avez besoin. Et on peut imaginer ça évidemment dans tous les métiers également. Je ne sais pas, pour les architectes, on pourrait faire de l'analyse conformité également, ou de l'analyse du PLU. Enfin, on pourrait avoir des agents hyper spécialisés. Je pense que c'est vraiment transposable dans quasiment tous les métiers et toutes les professions libérales. Alors c'est vrai que c'est une promesse qui met un petit peu de temps à se réaliser. Ça fait quelques temps qu'on nous en parle des IA agentiques, mais je pense que 2026, ça va être vraiment l'année dans laquelle ça commence à se développer vraiment. Troisième thématique, donc IA de plus en plus performante, IA agentique, IA multimodale également. IA multimodale, c'est l'idée que l'IA ne gère plus seulement du texte. Ça, vous l'aurez remarqué, on peut aussi faire de la musique avec de l'IA, on peut faire de l'image, on peut faire des films également. Alors, il y a des trucs incroyables. Je ne sais pas si vous avez vu, là, cette semaine, on a beaucoup parlé, c'était la chronique de ce matin d'ailleurs, d'une IA qui a été conçue et sortie par TikTok, donc qui cartonne sur les réseaux sociaux et donc qui permet de générer des films absolument incroyables. Je n'ai pas eu le temps de vous faire le petit montage, mais il y a des scènes où on voit Brad Pitt et Tom Cruise se battre. On a l'impression d'être dans un Mission Impossible. Enfin, c'est absolument incroyable. Donc, avec tous les deepfakes que vous pouvez imaginer, ça promet un monde où quand même n'importe qui pourra se transformer en créateur de contenu, où n'importe qui pourra, alors là, créer lui-même ses propres séries et ses propres films. Ce que je vous montre ici, c'est une plateforme américaine qui s'appelle Showrunner, qui se présente comme le Netflix de l'IA. Et en fait, cette plateforme, c'est une plateforme donc, comme Netflix, où vous avez des séries, des films, etc. Mais en fait, si une série ne vous plaît pas, vous pouvez créer des épisodes alternatifs avec l'IA. Donc vous pouvez dire, ah bah voilà, le personnage, ah bah non, mais là il est mort, moi c'était mon personnage préféré, bon bah non, je vais faire un autre épisode et en fait je veux qu'il survive. Vous pouvez même vous intégrer vous-même à l'intérieur de l'histoire. Donc c'est vraiment l'idée que finalement chacun va créer lui-même le contenu qui lui correspond, ce qui va poser des vraies questions, mais même des questions philosophiques. C'est-à-dire que est-ce que demain on aura encore une culture commune? Aujourd'hui on se retrouve à la machine à café, ah t'as vu le dernier épisode de Game of Thrones, incroyable, etc. Demain en fait chacun aura son propre contenu. Peut-être qu'il y aura aussi une culture commune, mais en tout cas chacun pourra créer en fonction de ses goûts, de ses idées, des univers qui le font rêver, etc. etc. Pour vous, ce que ça change, en fait, la capacité de créer comme ça, je pense que c'est ne serait-ce que pour faire, je ne sais pas, soit de la publicité, où vous allez pouvoir créer en fait une pub de manière extrêmement simple, mais vraiment un truc qui
qu'il aurait fallu des semaines et des semaines à faire avec une IA générative de vidéo. Ça coûte encore un petit peu cher aujourd'hui, mais d'ici 6 mois, 1 an, ce sera hyper facile. Si vous voulez faire des contenus, une newsletter vocale ou visuelle avec un avatar de vous-même ou de quelqu'un d'autre qui va, faire de la veille technologique ou de la veille d'actualité sur votre secteur d'activité et puis vous créez un compte Instagram à partir de ça, enfin, ça se fait maintenant. En fait, c'est des choses qui existaient déjà d'une certaine manière. Simplement, c'est la simplicité d'accès qui change tout. Aujourd'hui, en quelques clics et avec 1 ou 2 heures de formation, on est capable de faire des choses qu'il aurait fallu des dizaines d'heures à un expert à faire il y a encore quelques années. Oui, alors si, je voulais vous montrer une autre IA générative de vidéo. Alors de jeux vidéo, pour le coup, c'est Genie qui a été conçu par Google, qui a été présenté il y a quelques jours, quelques semaines, qui est assez dingue aussi, qui permet en fait de créer des jeux vidéo à la demande. Donc là, c'est pas seulement vous promptez un univers qui vous plaît et vous allez fabriquer un jeu. Donc là, par exemple, je pourrais prendre en photo, je pourrais faire un selfie avec nous tous. Et ça se transformera en jeu vidéo. Donc je pourrais prendre n'importe quel d'entre vous, le faire sauter sur les tables, aller discuter avec les uns et les autres. Bon, c'est un exemple, là, c'est un peu débile comme ça, mais vous imaginez le potentiel derrière. C'est-à-dire que là encore, on peut créer. Donc là, le monsieur, il a prompté, je voudrais un Shiba Inu qui se balade dans les bois, dans la forêt. Et puis, alors, on n'est pas encore au niveau de GTA 6. Enfin, pour les fans de jeux vidéo, il y a encore du boulot. Mais encore une fois, si on se projette dans 1 an, 2 ans, 5 ans, ça va être quand même absolument incroyable. Dernier point sur les IA. Ah oui, voilà. Alors, attendez, j'ai fait une petite bêtise. Hop, voilà. Parce qu'il y a du son sur celle-ci. C'est l'idée que les IA vont devenir de plus en plus émotionnelles. Ce que j'entends par là, c'est que les IA, elles vont de plus en plus, et je pense que ça va créer un vrai sujet de dépendance émotionnelle des humains. L'interaction qu'on a avec elle devient tellement réaliste qu'on a l'impression d'être en train de discuter avec un ami, un confident, un ou une petite amie parfois. Et ça va très très loin. Et on le voit dans des études qui ont été menées, notamment par le MIT, sur la façon dont les gens s'expriment avec l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des marqueurs affectifs. Les gens mettent des s'il te plaît, des merci, des petits mots doux. Je ne sais pas si vous êtes du genre à dire s'il te plaît ou merci quand vous parlez à ChatGPT. Il y en a qui le font. Ouais. Oui, moi aussi d'ailleurs, je le fais. Oui, parce que voilà, l'interaction devient très très naturelle et finalement, on discute comme si on était en train de discuter avec un humain. Alors de manière intéressante, dans ces études, quand on demande mais pourquoi vous dites s'il te plaît et merci à ChatGPT, c'est une machine, ça n'a pas de sens, c'est pas rationnel. Il y avait environ 15% des répondants qui disent moi je dis s'il te plaît et merci parce que si un jour l'IA se retourne contre nous, je veux qu'elle se souvienne que j'ai été sympa. Voilà. Donc là encore, on est dans l'anthropomorphisme. Mais voilà, ça fait partie aussi de nos réactions face à l'intelligence artificielle. Et donc, ça va très très loin, cette histoire d'IA émotionnelle. C'est-à-dire qu'elle est capable d'analyser le ton avec lequel on parle. Je ne sais pas si vous utilisez les versions vocales de ChatGPT et des autres, ou de Gemini. Ou de Mistral, on va citer les Français quand même. Mais c'est pareil, quoi. Elle va s'adapter. Si vous êtes enjoué, elle va être dynamique. Si vous êtes un peu triste, elle va être un peu plus empathique, etc., etc. Et ça va très très loin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au CES de Las Vegas, par exemple, pour revenir à ça, j'ai testé une technologie qui permettait de discuter avec un défunt, avec une IA couplée à un casque de réalité virtuelle. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui créent maintenant de leur vivant une sorte de double numérique d'eux-mêmes pour que leurs proches puissent continuer à discuter avec eux après la mort. Enfin, ça va quand même très 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 loin. Et là, je vais vous montrer une première dans les annales de la justice américaine. Ça va peut-être intéresser les avocats parmi vous. C'est un témoignage qui a eu lieu lors d'un procès. C'est la première fois, je pense, qu'une victime décédée témoigne lors du procès de son assassin. C'est un monsieur qui s'appelle Christopher Pelkey. Je vais vous faire écouter, puis on va en discuter juste après. Ah bah non, j'ai pas mis le bon. Si je mets pas le bon extrait, hop. I am a version of Chris Pelkey recreated through AI that uses my picture and my voice profile. It is a shame we encountered each other that day in those circumstances. In another life, we probably could have been friends. L'avatar virtuel de ce monsieur qui s'appelle Christopher Pelkey, c'est son visage, c'est sa voix qui ont été reconstituées et qui témoignent. Alors vous l'entendez si vous parlez un peu anglais, mais en gros, il pardonne plus ou moins son meurtrier. Il dit on aurait pu être amis dans une autre vie, c'est dommage qu'on se soit rencontrés. Il a été quand même tué dans une espèce de fusillade de guerre des gangs. Bon, je ne sais pas s'il aurait voulu vraiment pardonner son meurtrier. Et c'est ça en fait toute la question. C'est-à-dire qu'en fait cet avatar, il a été créé par sa sœur et par son avocat. Lors du procès, apparemment le juge n'a rien trouvé à y redire, ni la justice américaine. Et
en fait, c'est assez fou, quoi. C'est-à-dire que d'un côté, il y a la question du consentement, c'est-à-dire est-ce que ce monsieur aurait vraiment accepté qu'on lui fasse dire tout et n'importe quoi? Sa sœur dit oui, non, mais je le connaissais, il aurait dit ça. Bon, ok, très bien, enfin, c'est pas sûr quand même. Et puis, il y a la question de la manipulation aussi de la justice et des jurés. Enfin, là, vous vous rendez compte, là, on a quand même un deepfake qui est flagrant et qui va jouer sur l'émotion que pourront avoir les jurés quand ils vont devoir prendre une décision. Donc, ça pose là encore des questions qui dépassent largement le cadre de la technologie et pour aller dans le cadre du droit, mais aussi de l'éthique, de la morale, etc. Donc voilà, les IA de plus en plus émotionnelles, ça va être un vrai sujet aussi dans les années qui viennent. Je vais essayer de ne pas faire trop longtemps parce que normalement j'ai une demi-heure et après les autres séquences s'enchaînent et je ne voudrais pas qu'on prenne trop de retard. Il y a une question aussi qui va se poser, c'est dans quel objet on va utiliser l'intelligence artificielle. Je m'explique. Aujourd'hui, vous avez des ordinateurs, vous avez des smartphones. Est-ce que demain, tout ça ne sera pas remplacé par d'autres technologies ? Le smartphone, aujourd'hui, on a l'impression que c'est l'alpha et l'oméga de la tech, mais bon, si ça se trouve, dans 10 ans, ça n'existera plus. Peut-être que ce sera remplacé, par exemple, par des lunettes. C'est ce qu'imagine Mark Zuckerberg et d'autres, qui veut remplacer en fait nos téléphones. Il imagine que toutes les fonctionnalités qu'on a aujourd'hui sur nos smartphones, eh bien, on pourrait les intégrer dans des lunettes connectées. Vous savez que les Ray-Ban Meta, qui sont l'intégration de l'IA de Meta dans des lunettes, donc dans des Ray-Ban, c'est le modèle de Ray-Ban le plus vendu aujourd'hui. Hier, EssilorLuxottica a publié ses résultats financiers. Ils ont explosé grâce aux ventes de ces lunettes connectées couplées à de l'intelligence artificielle, alors qui aujourd'hui ont une petite caméra et une IA embarquée qui leur permet on peut discuter avec ces lunettes, on peut passer des appels, on peut poser des questions sur le monde qui nous entoure et la caméra va analyser. Mais demain, ça ira plus loin. Ce qui a été présenté et ce qui est sorti aux États-Unis, c'est des lunettes avec de la réalité augmentée, donc qui peut afficher directement dans mon champ de vision un certain nombre d'informations numériques. Ça peut être les flèches du GPS, ça peut être des écrans projetés. Donc là aussi, dans un monde professionnel, on peut imaginer qu'à la place de son ordinateur, on puisse projeter 1, 2, 3, 4 écrans devant soi, avoir une sorte d'hologramme d'un collègue avec lequel on est en visioconférence qui va s'afficher directement dans notre champ de vision, etc. etc. Là encore, on parle d'une tendance de fond. Meta est en train de travailler dessus, mais c'est aussi le cas, par exemple, de Google. Les Google Glass, vous vous en souvenez peut-être, qui ont été l'un des plus gros fiascos technologiques de ces 15 dernières années, mais clairement, il y a 15 ans, la technologie n'était pas prête. Aujourd'hui, en termes de miniaturisation, en termes d'intelligence artificielle embarquée, qui permet d'avoir une interaction très fluide en fait, avec ces lunettes, on est quand même beaucoup, beaucoup plus proche de la réalité. Apple travaille sur le sujet aussi, on aura peut-être des Apple Glass d'ici quelques années. En général, ils observent le marché et ils se lancent quelques années plus tard, mais ça arrivera également. La question, c'est est-ce que les consommateurs sont prêts aujourd'hui ? On le voit avec les Ray-Ban, mais il n'y a pas encore toute la partie réalité augmentée qui peut être quand même un peu intrusive dans le champ de vision. Mais je ne sais pas, je me dis que notamment, il y a aussi un côté générationnel, que les générations qui ont grandi avec les écrans, avec les réseaux sociaux, etc., pour elles, en fait, avoir cet écran en permanence devant les yeux, ce sera finalement quelque chose d'assez naturel et que ça pourrait très bien se développer dans les années qui viennent. Le dernier enjeu technologique dont je voulais parler pour 2026, qui est très important aussi, qui est un petit peu moins sexy peut-être, mais qui, je pense, est essentiel pour vous, c'est l'enjeu de la souveraineté numérique, qui est un sujet qu'on découvre pour certains, avec les tensions géopolitiques, évidemment. On se rend compte que des pays qu'on croyait être des alliés de toujours peuvent aussi agir en fonction de leurs intérêts. Et comme on dépend d'eux et qu'on est une sorte de colonie numérique aujourd'hui quand même des États-Unis, si un jour, par une loi ou autre, on nous coupe les services des GAFAM, on sera quand même bien embêté. D'où l'intérêt peut-être de s'intéresser aux alternatives européennes qui existent à tous les objets. La bonne nouvelle, c'est que pour toutes les briques technologiques de notre vie numérique actuelle, il y a des alternatives européennes. La mauvaise nouvelle, c'est que personne ne les connaît. C'est pour ça que je vous en parle. Je ne vous dis pas de tout changer du jour au lendemain, ça n'a aucun sens évidemment, mais peut-être essayer, apprivoiser certains de ces outils. Alors, je vous ai fait une petite vidéo. Il y a OnlyOffice, par exemple, qui fonctionne bien comme alternative à Office, donc à tout ce qui est Word, Excel, PowerPoint, mais qui est une alternative européenne avec le stockage qui est réalisé sur des serveurs en Europe, donc beaucoup plus sécure d'un point de vue de la souveraineté si vous avez des données sensibles. Pour le moteur de recherche, on a Ecosia, qui est une alternative intéressante à Google, qui fonctionne pas mal non plus. Pour les mails, il y a un service
service de mail qui s'appelle ProtonMail, qui fonctionne très très bien, qui est suisse, qui est une bonne alternative à Gmail également, et qui permet à la fois un chiffrement de bout en bout, et en plus de ça, il n'y a pas de ciblage publicitaire, on ne récupère pas le contenu de vos mails pour ensuite essayer de vous cibler avec de la pub. Voilà, il y a plein d'outils comme cela, je ne vais pas tous vous les citer. Je vais vous citer un site en revanche que je vous invite à aller voir, qui s'appelle Alternative To. Voilà, Alternative A, hein, voilà, qui est un site européen qui recense des dizaines de milliers d'alternatives logicielles à tous les outils que vous pouvez utiliser, donc des outils généralistes et aussi des outils métiers, et qui pourront vous donner peut-être quelques idées si vous voulez tester quelques-uns de ces outils. Voilà, j'arrive à la fin du temps qui m'est imparti pour cette petite présentation, donc je vais m'arrêter là. Merci beaucoup de votre attention, et on va passer à la suite du programme. Merci beaucoup. Merci beaucoup.